Imaginez un pays qui possède 60% des réserves mondiales de cobalt, des rivières capables de produire assez d'électricité pour tout un continent, des terres agricoles parmi les plus fertiles au monde, et une biodiversité qui fait rêver les scientifiques. Ce pays existe. Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas un roman de science-fiction. Il s'appelle la République démocratique du Congo. Pourtant, quand son nom est prononcé, ce qui vient à l'esprit n'est pas richesse, puissance ou prospérité, mais guerre, pauvreté et instabilité. Voilà le paradoxe congolais. Un territoire qui pourrait figurer parmi les nations les plus riches du globe, mais qui reste prisonnier de décennies de conflits et de convoitises. Un géant endormi, exploité par d'autres et incapable de tirer parti de ses propres trésors. Pourquoi cette contradiction ? Pourquoi un pays aussi stratégique, au cœur de l'Afrique et au centre de l'économie mondiale de demain, est-il encore plongé dans une spirale de crise ? C'est ce contraste que nous allons explorer ensemble. Car comprendre l'histoire et la réalité de la RDC, ce n'est pas seulement découvrir un pays. C'est aussi lever le voile sur les mécanismes qui transforment la richesse en malédiction et sur les raisons pour lesquelles l'avenir de l'Afrique, et peut-être du monde, se joue en partie ici. La République démocratique du Congo, souvent appelée le cœur de l'Afrique, est un pays aux dimensions continentales. Avec une superficie de 2,3 millions de kilomètres, c'est le deuxième plus grand pays d'Afrique, presque aussi vaste que toute l'Europe de l'Ouest réunie. Il partage ses frontières avec 9 pays, ce qui en fait un carrefour stratégique incontournable. La RDC, c'est aussi une mosaïque humaine exceptionnelle. Plus de 100 millions d'habitants répartis en plus de 250 groupes ethniques et parlant des centaines de langues dont le Lingala, le Swahili, le Kikongo et le Tshiluba, qui servent de langue nationale en plus du français, langue officielle. Cette diversité fait du Congo un véritable microcosme de l'Afrique, une terre de culture, de tradition et de musique qui résonne bien au-delà de ses frontières. Mais la véritable singularité du Congo, c'est sa nature prodigieuse. Le pays est traversé par le fleuve Congo, deuxième plus puissant du monde après l'Amazone, dont le débit colossal pourrait à lui seul fournir une énergie hydroélectrique capable d'alimenter une grande partie du continent africain. À cela s'ajoutent des forêts denses qui abritent une biodiversité parmi les plus riches au monde. Gorilles, okapis, éléphants de forêt, et des milliers d'espèces endémiques. Enfin, les sols congolais recèlent un trésor invisible mais convoité. D'innombrables minerais, de l'or au diamant, du cuivre au coltan, du cobalt à l'uranium. Ces ressources font de la RDC un pays à la fois envié et vulnérable, car elles représentent une richesse colossale, mais aussi une source constante de tensions. En somme, la RDC est un paradoxe géographique et humain. Un pays aux atouts qui pourrait en faire un géant économique, mais dont le destin reste contrarié par des forces internes et externes. La République démocratique du Congo est souvent décrite comme un scandale géologique, tant ses sols regorgent de richesses. Pourtant, ce terme résume bien la réalité. Nulle part ailleurs, sur un même territoire, se concentrent autant de ressources naturelles stratégiques. La RDC détient plus de 60% des réserves mondiales de cobalt, un métal indispensable à la fabrication des batteries rechargeables utilisées dans les smartphones, les ordinateurs portables et surtout les voitures électriques. Sans cobalt congolais, la transition énergétique mondiale serait tout simplement impossible. À cela s'ajoute le coltan, minerai essentiel pour les condensateurs électroniques présents dans tous nos appareils modernes. Le cuivre, largement exploité dans la région du Katanga, est un autre pilier de l'économie mondiale utilisé dans l'électricité, les infrastructures et les technologies vertes. Mais ce n'est pas tout. La RDC possède également de l'or, des diamants, de l'étain, du manganèse, du lithium et même de l'uranium,
jadis utilisée dans le projet Manhattan qui a mené à la première bombe atomique. En résumé, le Congo détient une part cruciale des minerais qui façonnent le monde moderne. Au-delà des minerais, le sol congolais est d'une fertilité rare. Avec ses terres arables estimées à plus de 80 millions d'hectares, la RDC pourrait nourrir une grande partie de l'Afrique si elle exploitait pleinement son potentiel agricole. Manioc, maïs, riz, café, cacao, huile de palme. Les ressources agricoles sont immenses, mais largement sous-utilisées. Le fleuve Congo, deuxième plus long et plus puissant du continent, offre un potentiel énergétique gigantesque. À lui seul, le barrage d'Inga pourrait, s'il était développé à pleine capacité, produire assez d'électricité pour alimenter toute l'Afrique subsaharienne. Pourtant, la majorité des Congolais n'ont toujours pas accès à l'électricité. La RDC abrite également la seconde plus grande forêt tropicale du monde, après l'Amazonie. Véritable poumon vert de la planète, elle joue un rôle majeur dans la régulation du climat mondial. Gorilles de montagne, bonobos, okapis, éléphants de forêt. Cette biodiversité est unique, mais menacée par l'exploitation incontrôlée et la déforestation. En résumé, la RDC est assise sur une montagne de richesses capable de transformer son destin et de jouer un rôle central dans l'avenir de l'humanité. Pourtant, ce trésor n'a pas profité à ses habitants. Il a souvent été une malédiction, attisant les convoitises et alimentant les conflits. Pour comprendre le paradoxe congolais, il faut remonter au XIXe siècle, au moment où l'Europe coloniale s'est lancée dans une course effrénée pour le contrôle de l'Afrique. La RDC n'a pas été colonisée comme les autres territoires. Elle fut d'abord la propriété personnelle d'un seul homme, le roi Léopold II de Belgique. En 1885, lors de la conférence de Berlin, Léopold réussit à convaincre les puissances européennes de lui céder un territoire gigantesque au cœur du continent, qu'il baptisa État indépendant du Congo. Mais derrière ce nom se cachait l'une des pires tragédies de l'histoire africaine. Pendant plus de 20 ans, le Congo fut administré comme une entreprise privée, centrée sur l'extraction du caoutchouc et de l'ivoire. Les populations locales furent soumises à un système de travail forcé d'une brutalité extrême. Les témoignages de l'époque racontent des villages entiers décimés, des familles séparées et des mutilations infligées à ceux qui ne récoltaient pas assez de caoutchouc. On estime que 10 millions de Congolais ont péri durant cette période, faisant du Congo l'un des plus sombres exemples de l'exploitation coloniale. En 1908, face au scandale international, Léopold II céda le territoire à la Belgique qui en fit une colonie officielle, le Congo belge. Si les méthodes les plus brutales furent atténuées, l'exploitation économique resta la règle. Les infrastructures construites, routes, chemins de fer, villes minières, avaient pour unique objectif de faciliter l'extraction des richesses vers l'Europe et non de développer le pays pour ses habitants. L'éducation fut volontairement limitée. À l'indépendance, en 1960, un pays de plus de 13 millions d'habitants ne comptait que 17 diplômés universitaires. Autrement dit, la Belgique avait veillé à ce que le Congo reste dépendant et incapable de gérer seul son avenir. Cet héritage colonial explique en grande partie la fragilité qui suivra. Un pays immensément riche, mais sans institutions solides, sans élite formée, et avec une économie totalement tournée vers l'extérieur. En d'autres termes, les bases de la malédiction congolaise étaient déjà posées bien avant l'indépendance. Le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo proclame son indépendance. C'est un moment historique, célébré avec ferveur par des millions de Congolais. Mais derrière l'euphorie, la réalité est brutale. Le pays hérite d'un État fragile, sans administration solide ni cadre institutionnel.
Le jeune gouvernement, dirigé par le Premier ministre Patrice Lumumba et le président Joseph Kasavubu, doit affronter immédiatement une série de crises. L'armée congolaise, jusque-là dirigée par des officiers belges, se mutine, provoquant le départ massif des colons européens. Dans la foulée, la riche province du Katanga, dirigée par Moïse Tshombe, fait sécession, soutenue en sous-main par la Belgique et par certaines multinationales avides de conserver le contrôle des mines de cuivre et d'uranium. Lumumba, qui voulait un Congo réellement indépendant et souverain, tente de résister. Il appelle l'ONU à l'aide, mais se heurte aux calculs géopolitiques de la guerre froide. L'Union soviétique lui offre son soutien, ce qui inquiète les États-Unis et leurs alliés. Résultat, Lumumba est trahi, arrêté et finalement assassiné en janvier 1961, avec la complicité de puissances étrangères. Sa mort symbolise le bris des espoirs d'une indépendance véritable. S'ensuit une période de grande instabilité, marquée par des luttes de pouvoir, des rébellions régionales et des interventions étrangères. En 1965, le général Joseph Désiré Mobutu prend le pouvoir par un coup d'État. Avec l'appui de l'Occident, qui voit en lui un rempart contre le communisme, il installe une dictature militaire qui durera plus de 30 ans. Mobutu rebaptise le pays Zaïre, impose un culte de la personnalité et une idéologie de l'authenticité africaine. Mais derrière les discours nationalistes, son régime est marqué par la corruption massive et la captation des richesses par une élite restreinte. Si le Zaïre connaît une certaine stabilité politique, comparée au chaos des premières années, cette stabilité est achetée au prix d'un appauvrissement progressif de la population et d'un endettement colossal. En résumé, l'indépendance congolaise fut une promesse vite brisée. Au lieu de la prospérité et de la liberté, le pays a sombré dans une succession de crises entre manipulation étrangère et gouvernance autoritaire. La chute du régime de Mobutu en 1997 ne marque pas la fin des souffrances, mais l'entrée du Congo dans une nouvelle période de chaos, celle des guerres du Congo, parfois qualifiée de première guerre mondiale africaine. Tout commence avec l'arrivée au pouvoir de Laurent Désiré Kabila, soutenu par le Rwanda et l'Ouganda, qui profitent de l'affaiblissement de Mobutu pour étendre leur influence. Mais très vite, les alliances se brisent et le pays devient le champ de bataille de multiples armées étrangères et groupes armés locaux. Entre 1998 et 2003, la deuxième guerre du Congo entraîne l'implication directe de 9 pays africains, Rwanda, Ouganda, Burundi, Angola, Zimbabwe, Namibie, Tchad, Soudan, Libye, et de dizaines de milices. C'est le plus grand conflit armé en Afrique moderne. On estime que plus de 5 millions de personnes ont péri, la plupart des suites de la faim, des maladies et du déplacement forcé des populations. Au-delà des chiffres, ces guerres ont provoqué des atrocités massives, massacres de civils, viols utilisés comme armes de guerre, enrôlement forcé d'enfants soldats, pillage systématique des villages. Certaines régions de l'est du Congo, comme le Kivu, ont été durablement marquées par cette violence. Le cœur du conflit est lié à un double enjeu, ethnique, avec les tensions héritées du génocide rwandais de 1994, qui a poussé des millions de réfugiés et de miliciens à traverser la frontière vers le Congo, économique, car les guerres ont servi de prétexte au pillage des ressources congolaises. Les minerais stratégiques, coltan, or, diamants, sont extraits illégalement et vendus pour financer les milices et enrichir des acteurs étrangers. Malgré les accords de paix signés en 2003 et l'organisation d'élections en 2006, la paix reste fragile. Dans l'est du pays, de nombreux groupes armés continuent de semer la terreur. Le M23, par exemple, est encore actif aujourd'hui, preuve que la RDC n'a jamais vraiment tourné la page de ces guerres. Ces conflits, pourtant parmi les plus meurtriers depuis la Seconde Guerre mondiale,
sont largement ignorés par l'opinion publique internationale. Le silence médiatique contraste avec l'ampleur du drame humain vécu par les Congolais. La République démocratique du Congo est un pays au contraste saisissant. Sur le papier, elle devrait figurer parmi les nations les plus prospères du monde. Son sous-sol regorge de richesses exceptionnelles: cuivre, cobalt, or, diamants, coltan, indispensables à nos téléphones et ordinateurs, pétrole, forêts immenses et potentiels hydroélectriques colossaux. Le pays concentre à lui seul plus de 60% des réserves mondiales de cobalt, métal, clé de la transition énergétique et des batteries électriques. Pourtant, cette abondance ne profite pas à la majorité de la population. Plus de 70% des Congolais vivent sous le seuil de pauvreté, sans accès fiable à l'électricité, à l'eau potable ou à des services de santé de qualité. Dans certaines régions, des enfants triés travaillent encore dans des mines artisanales, parfois dans des conditions inhumaines, pour quelques dollars par jour. Ce paradoxe s'explique par plusieurs facteurs. Une mauvaise gouvernance, marquée par la corruption et le détournement massif des revenus issus des ressources naturelles. Un système économique dépendant des exportations brutes, sans valeur ajoutée locale. Les minerais quittent le pays brut pour être transformés ailleurs, ce qui prive la RDC d'emplois et de richesses supplémentaires. L'instabilité politique et sécuritaire qui décourage les investissements durables et maintient un climat d'incertitude permanent. Les ingérences étrangères, des puissances économiques et des multinationales profitent de la faiblesse de l'État congolais pour s'accaparer les ressources à bas prix. Ce contraste entre richesse potentielle et pauvreté réelle est d'autant plus cruel qu'il façonne l'image du pays à l'international. Le Congo est trop souvent présenté uniquement à travers la guerre et la misère, alors qu'il pourrait être un moteur économique pour toute l'Afrique. Le paradoxe congolais n'est pas seulement une injustice pour les Congolais eux-mêmes, il révèle aussi une question plus large. Comment se fait-il que dans un monde avide de minerais stratégiques, ceux qui vivent là où se trouvent ces ressources restent les plus pauvres? La République démocratique du Congo est sans doute l'un des plus grands paradoxes de notre époque. Un pays d'une richesse inestimable, mais dont l'histoire a été marquée par les guerres, l'instabilité et la pauvreté. Pourtant, réduire le Congo à ces drames serait une erreur. Car derrière les blessures, il existe une jeunesse créative, dynamique et déterminée à écrire une nouvelle page. Des initiatives locales émergent dans l'agriculture, la culture, la technologie et même dans la valorisation responsable des minerais. Le potentiel est immense. Si la RDC parvient à transformer ses ressources sur place, à stabiliser ses institutions et à investir dans son peuple, elle pourrait devenir l'un des moteurs du développement africain et mondial. L'histoire du Congo ne doit pas seulement être racontée comme un cri de douleur, mais aussi comme un appel à l'espoir. Les générations futures peuvent bâtir un pays où la richesse du sous-sol ne sera plus une malédiction, mais un tremplin pour la prospérité de tous. Alors, la prochaine fois que vous tiendrez un smartphone ou que vous parlerez de l'avenir énergétique de la planète, souvenez-vous que derrière ces innovations se cache une terre au cœur de l'Afrique, la RDC, un pays dont la vraie richesse ne demande qu'à briller.